Bienvenue dans le 20h. Merci de regarder le journal de RTI1. Voici les titres de votre journal. Les examens à grand tirage session 2017 ont été lancés aujourd'hui à Agboville. Cette année, plus d'1 million d'élèves sont en lice pour les examens du CEP, du BEPC et du bac. Pour le CEP, l'écrit commence le 6 juin prochain. Le ministère de la Construction invite les populations à quitter les zones à risque pour éviter les drames en cette saison de pluie. Un comité interministériel de crise vient de se réunir pour arrêter des mesures de protection suite aux dégâts causés par les pluies diluviennes. L'ambassade du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire et la représentation de l'Union africaine organisent une réunion. Le débat porte sur les relations entre le Maroc et le reste de l'Afrique. Quelles opportunités dans les relations Maroc-Union africaine? L'Égypte encore endeuillée par les terroristes. 28 Coptes ont été tués dans une fusillade visant leur bus. L'attaque a eu lieu au sud du Caire. Elle intervient 1 mois et demi après des attentats contre 2 églises coptes en Égypte. Vous êtes les bienvenus sur RTI1. Nous venons de l'apprendre, les musulmans entament demain samedi le Ramadan, le mois donc de jeûne. La lune a été observée à Fresco, Diokwe, Danané, selon le COSIM, Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, que vous entendrez dans quelques instants dans ce journal. En attendant, nous partons pour Agboville où les examens à grand tirage session 2017 ont été lancés aujourd'hui. Le ton a été donné par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette année, ils sont 1 112 160 élèves en lice pour les examens du CEP, du BEPC et du bac en Côte d'Ivoire. L'écrit pour les candidats au CEP commence le 6 juin prochain, nous explique Franck Quadio. Agboville, dans l'Agné-Bitiassa, sud de la Côte d'Ivoire, choisi pour le lancement du calendrier des examens à grand tirage, le CEP, le BPC et le bac, session 2017. Première date, le 6 juin, pour les épreuves écrites du CEP, suivies du 7 au 10 juin par les oraux du BPC, puis les épreuves écrites du lundi 12 au 16 juin. Puis enfin le baccalauréat, avec ses 16 séries dont les épreuves orales iront du 20 au 30 juin et celles écrites du 3 au 7 juillet 2017. Une session 2017 particulière car cette année, la tutelle l'inscrit dans la modernité, comme innovation, l'introduction de l'informatique, de l'étape de l'impression de la convocation jusqu'à la délibération, d'où le choix du thème « Examen moderne et inclusif », gage de réussite pour tous. Ces solutions numériques permettront à nos examens d'être véritablement inclusifs et d'offrir à chaque enfant, parce que présent sur le fichier des candidats, d'avoir sa chance de réussir. La direction des examens et concours doit également accélérer son action pour permettre que sous peu, les candidats et les parents d'élèves de Côte d'Ivoire puissent consulter leurs résultats en ligne comme cela se fait dans les pays émergents. Les 41 directions départementales désormais outillées pour répondre à ce défi. Un don symbolique pour l'illustrer. Le ministre de l'Éducation nationale a aussi exhorté parents et éducateurs à accentuer l'accès de tous les enfants aux actes de naissance. Avec insistance, j'exhorte tous les directeurs régionaux et départementaux, les parents d'élèves, les directeurs d'école, les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire, tous les acteurs du système éducatif à s'impliquer corps et âme dans le processus d'établissement de jugements supplétifs et d'extrait d'acte de naissance en cours. Je précise que le ministère de la Justice ne nous accorde que 3 mois pour la finalisation de cette opération. Le calendrier des examens 2017 connu place désormais au travail. Élèves et parents s'engagent. Pour 2017, ils sont 1 112 160 élèves en course pour les examens du CPE, du BPC et du baccalauréat.
Et ces examens se déroulent en saison pluvieuse. Vous l'avez constaté, depuis quelques jours, il pleut fortement dans le district d'Abidjan. Ces pluies, malheureusement, causent d'énormes dégâts dans des quartiers. C'est le cas du quartier d'Okuy Extension, dans la commune d'Abobo. La voie principale est dans un mauvais état. La pluie a provoqué l'effondrement de cette voie, comme nous l'expliquent Davy Soyo et Issa Chonayeo. Des riverains anxieux. La grande partie de la voie principale de leur quartier s'est effondrée. La cause, la forte pluie d'hier à aujourd'hui. Nous sommes dans la commune d'Abobo, au quartier d'Okuy Extension. Les caniveaux sont bouchés depuis un certain moment. Donc ce matin, à notre réveil, on a découvert que la voie principale a été coupée en deux. L'eau est venue avec force et puis l'eau a carrément enlevé la terre qui était là. Et donc depuis lors, la voie est coupée, les gens n'arrivent plus à circuler. Le lundi passé, la pluie est rentrée dans la maison. Aujourd'hui, devant ma porte, je n'arrive pas à sortir. Mes enfants sont dans la maison, on ne peut pas sortir. Parce que le trou même est arrivé devant ma porte. Ce problème, il est récurrent. Vous avez remarqué vous-même qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le quartier est carrément coupé en deux. Tous les véhicules, aucun véhicule ne peut passer de ce côté du quartier aujourd'hui. Tous les résidents véhiculés de ce quartier sont bloqués du côté Azur. Plusieurs maisons sont menacées d'effondrement, selon les riverains. La construction anarchique serait la cause des inondations. Il y a un problème au niveau donc des constructions qui ont été faites de façon anarchique. Et puis, il n'y a pas véritablement de canalisation construite, ce qui oblige l'eau à se frayer un chemin. À chaque saison pluvieuse, d'importants dégâts matériels sont enregistrés, du fait, entre autres, du manque de respect des consignes sécuritaires. Et justement, le ministère de la Construction invite les populations à quitter les zones à risque pour éviter les drames en cette saison de pluie. Un comité interministériel de crise vient de se réunir pour arrêter des mesures de protection suite aux dégâts causés par les pluies diluviennes. Grâce Kando. Les pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur le district d'Abidjan ont causé des dégâts humains et matériels. L'on déplore des pertes en vie humaine dans les communes de Cocody et de Yopougon. Face à cette situation dramatique, le comité interministériel de crise s'est réuni ce vendredi. Nous nous sommes retrouvés pour pouvoir faire le bilan des crimes sur le terrain. Donc vous avez dû voir aussi la réaction assez rapide aussi de l'État au niveau des forces de défense et de sécurité, au niveau de l'ONPC, au niveau de l'ONAD, au niveau de la Nature, au niveau de la Géroute et tout. Même nous visiter les sites pour voir si les ouvrages étaient, disons, en bon fonctionnement. Les populations vivant dans les zones à risque sont invitées à quitter les lieux. Nous allons poursuivre la sensibilisation pour parler aux populations, pour leur demander de prendre des dispositions particulières ou éventuellement, lorsqu'on rend compte qu'il y a nécessité de la population de façon temporaire de libérer les lieux, qu'elle puisse, disons, prendre les dispositions pour pouvoir libérer les lieux. En attendant, le ministre Isaac Dey a apporté la compassion du gouvernement aux familles des victimes. Pour nous, c'est triste. Déjà hier, sur le terrain, nous sommes passés dans certaines familles. Nous avons trouvé sur place ces lieux pour passer les messages. Le gouvernement va s'organiser pour pouvoir être plus proche de ces populations. Des numéros de téléphone sont mis à la disposition des populations qui ont besoin d'assistance en vue d'éviter les inondations, les glissements de terrain et les effondrements de maisons. Ce sont les numéros suivants: 20 25 00 40, 20 25 79 79, 22 50 80 50. Et ajouter que les pluies diluviennes ont causé la mort de 8 personnes. Ces chiffres sont donnés par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Nous partons maintenant pour le district de Yamoussoukro où l'eau ne cause pas de dégâts mais fait plutôt du bien. La question de l'accès à l'eau potable dans le district est quasiment réglée. Les villages ont été dotés de pompes hydrauliques, de forages, de châteaux d'eau et de bornes fontaines en réponse aux besoins des populations. Et bien, pour garantir la durabilité des ouvrages financés par le district de Yamoussoukro, les villages de Golavpo et de Labokro viennent de mettre sur pied un comité de gestion. Eugène Atoubi. Il est plus de 13 heures à Labokro, dans ce village du district de Yamoussoukro. C'est au pas de course que les femmes se rendent à la bonne fontaine.
Ici, l'accès à l'eau potable est une question définitivement réglée. Depuis plusieurs années, les ouvrages de desserte en eau potable sont l'objet d'une attention particulière. Tous se ravitaillent maintenant aux bonnes fontaines construites par le district de Yamoussoukro, moyennant une contribution financière. Pour qu'on gagne un peu d'argent pour entretenir, et puis bon, il y a des femmes qui nettoient là-bas, et puis bon, comme on a alimenté sur haute tension, donc on a une compteur qui compte ça, par rapport à tout ça là qu'on demande 10 francs pour qu'on gagne un peu d'argent, mais ça sur nous, les jours que ça tombe en panne, on passe ça pour dépanner. 10 francs là, ça nous arrange par rapport à avant. Parce qu'avant là, de toute façon tu te lèves à 4 heures pour aller au marigot, pour aller chercher l'eau. Deux fois c'est une cuvette ou 2 cuvettes tu vas avoir. Tu as 10 enfants. Les 2 cuvettes là, tu vas faire comment? Donc vraiment, on voit qu'actuellement, on a la paix. Le village de Labokro dispose de 2 bonnes fontaines dont la présence ajoute un plus à cette petite localité en termes d'acquis socio-économiques. Car dans un décor de bâtisse uniforme enlaidi par le manque d'entretien et le poids des ans, ces 2 bonnes fontaines apparaissent comme orgueil et fierté des populations de Labokro dans leur quête de progrès. Et avec le château d'eau qui trône dans le village avec majesté, le district autonome de Yamoussoukro démontre son engagement à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Maintenant, tu te lèves, voyez ta maison, voyez l'eau, tu gagnes l'eau, tu peux vite faire pour aller au champ. Là, c'est encore mieux qu'avant. Répondre toujours aux désirs de mes populations. Je souhaite satisfaire leurs demandes et leurs besoins, même si des fois ils se plaignent que ce n'est pas assez. Mais je me bats pour pouvoir le faire le plus possible. Moins de 5 km près de Labokro, le village de Goufabo. 4 bonnes fontaines et un forage nouvellement construit permettent d'alimenter le village en eau potable. Et pour préserver cet acquis, le village a installé un comité de gestion qui marche bien, suscité par l'ensemble des populations. La gestion, on a formé un comité qui gère et qui suit. On a des petits techniciens, pas trop formés, mais quand il y a des petites pannes, bon, on se débrouille pour dépanner. On s'est organisé pour ça. Donc ce n'est pas les femmes seulement. On a constaté que c'était fatigant. Donc il faut préciser des heures pour se lever et puis aller chercher de l'eau. Et il y a des moments où il faut fermer et puis partir au champ. Bien loin aujourd'hui, le temps où à Goufabo, les populations devaient se rendre au marigot ou au puits pour chercher de l'eau. Aujourd'hui, le village bénéficie d'une offre de 4 fontaines et un forage grâce auquel, dans cette habitation, on ne boira plus de l'eau sale tombée du ciel recueillie dans cette grosse jarre. Maintenant, on ne reçoit plus de maladies comme la diarrhée, les petites maladies qui attaquent les enfants, nous-mêmes les grandes personnes. Souvent, tu t'en vas boire de l'eau sale, demain tu tombes malade et puis tu as des petits boutons, tout ça là, machin, tout ça là, on ne reçoit plus. Parce qu'on ne boit plus de l'eau de brousse, on boit de l'eau potable. À Goufabo et à Labokro, l'accès à l'eau potable est une question définitivement réglée. Le district autonome de Yamoussoukro aura investi près de 792 millions de francs CFA à travers 9 projets financés dans le domaine hydraulique humaine de 2011 à 2016. Goufabo et Labokro, ces 2 villages donnent un bel exemple de gestion et de préservation des ouvrages de desserte en eau potable dans nos localités. Des exemples à suivre donc. Ici à Abidjan, l'ambassade du Royaume du Maroc et la représentation de l'Union africaine en Côte d'Ivoire organisent une réunion. Le débat porte sur les relations entre le Maroc et le reste de l'Afrique. Quelles sont les opportunités à tirer dans les relations Maroc-Union africaine? Élément de réponse avec Ayman Djivi. Le 30 janvier 2017, le Maroc gagne son retour dans l'Union africaine. Les chefs d'État de l'Union africaine se prononcent en faveur du retour du royaume chérifien au sein de l'Organisation internationale africaine. Objectif premier de cette conférence, organisée par l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire et par la représentation de l'Union africaine dans le pays, célébrer ce retour
au sein de l'institution africaine. Le Maroc aujourd'hui peut se targuer d'apporter beaucoup à l'Afrique, apporte déjà beaucoup, mais avec l'intégration donc à l'Union africaine, au retour à l'Union africaine et éventuellement à la CEDEAO dans les semaines à venir, nous avons bon espoir de continuer à apporter notre contribution, mais nous aussi, nous prenons l'unité, nous prenons la complémentarité des uns et des autres pour arriver à un but fondamental qui est celui du bien-être de nos populations et surtout de nos jeunesses. Objectif second, présenter les opportunités et perspectives positives qui accompagnent le retour du Maroc pour le reste du continent. Le Maroc revient avec des potentialités qu'il veut partager. Ce n'est pas tellement l'argent qui compte, c'est un petit peu l'échange. Il va y avoir le fameux projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc qui va profiter à toute la région. L'implantation des sociétés marocaines et des groupes marocains en Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays qui capte toute l'attention des grands opérateurs marocains à tous les niveaux. C'est vers ça qu'il faut aller un jour, un brassage intense, parce que de toute façon, nous sommes tous du même continent, de la même culture, nous avons les mêmes exigences, nous avons aussi les mêmes problèmes. On constitue une force à terme vis-à-vis des autres continents que sont l'Europe ou l'Amérique. Maroc-Afrique, une relation séculaire, multifacette et prometteuse, thème de cette conférence débat, pour enseigner sur les tenants et les aboutissants de l'offensive diplomatique menée par le royaume chérifien sur le continent africain. La capitale politique ivoirienne Yamoussoukro vient d'abriter une formation des députés membres de la commission sécurité-défense du Parlement. Ils sont allés renforcer leurs capacités sur le contrôle parlementaire du secteur de la sécurité. C'est une initiative du secrétariat du Conseil national de la sécurité avec le soutien du PNUD. Zoro Corona, Kwame Jean de Dieu. Identifier les mutations au concept de sécurité et relever les défis qu'elle représente pour les députés. Examiner les conditions et mécanismes parlementaires appliqués au secteur de la sécurité. Des thématiques au centre de la formation des députés de la Commission sécurité-défense de l'Assemblée nationale. Un atelier initié par le secrétariat du Conseil national de sécurité avec le soutien du PNUD pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité. Au regard des menaces sécuritaires, il était important pour nous d'avoir cet échange avec vous. Nous allons avoir l'opportunité de recueillir vos besoins en matière de formation et d'information. Contrôle parlementaire des missions humanitaires et de paix à l'étranger. Loi de programmation militaire, processus budgétaire en matière de défense et son contrôle par le Parlement. Des sous-thèmes pour accompagner la stratégie nationale de sécurité regroupée en 108 réformes. Le séminaire sera pour nous l'occasion d'apporter des solutions concrètes aux problématiques de la sécurité en Côte d'Ivoire. Le président de la Commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale a encouragé les efforts du Conseil national de sécurité et ses partenaires. On est venu pour poser toutes sortes de questions. On est venu aussi pour qu'on aborde sans tabou toutes les questions. Pour que, au moins, on soit bien outillés demain pour apporter notre contribution aux efforts que le président de la République fait aujourd'hui pour amener la stabilité. 4 jours durant, les députés membres de la Commission sécurité et défense auront les rudiments nécessaires pour comprendre les concepts clés de la réforme du secteur de la sécurité afin de mieux légiférer. En politique à présent, le secrétariat départemental du Rassemblement des Républicains du Katiola remobilise les militants. Les militants du RDR du Katiola saluent l'action entreprise par le gouvernement pour le retour au calme après les derniers soulèvements des militaires. Hassan Khan, Kader Sougodogo. L'actualité récente en Côte d'Ivoire a été marquée par le soulèvement des militaires. Une situation au cœur d'une rencontre des militants du Rassemblement des Républicains de la région du Hambol à Katiola. Une initiative du secrétariat départemental de ce parti.
Les différents intervenants ont, au cours de la cérémonie, salué l'action gouvernementale pour amener la paix face au soulèvement des militaires. Ils ont également rappelé les efforts consentis par le président de la République, Alassane Ouattara, pour le bien-être de la population, entre autres l'électrification et l'adduction en eau potable de plusieurs zones rurales. Invité spécial de cette rencontre, Khalil Konaté, cadre du parti, a sonné l'heure de la remobilisation des militants du RDR dans le handball. La remobilisation est la seule arme qui nous permettra de faire en sorte que le RDR soit celui-là, ce parti-là qui est fort et qui restera fort. Khalil Konaté a offert des motos aux responsables du RDR pour faciliter la mobilité des militants du RDR dans ce département. Ils sont étudiants africains, ils s'engagent dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ils sont issus de 8 universités des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Ces étudiants ont conçu des tests, notamment sur la lutte contre le terrorisme. C'est un concours d'art oratoire interuniversitaire initié par le GIABA, groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. On en sait plus avec Justine Seydjiki. Le monde universitaire et par ricochet les étudiants est souvent exposé à la toxicomanie, au trafic de drogue, à la cybercriminalité et à la prostitution, au terrorisme aussi, pour ne citer que ces mots. L'implication des étudiants dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme peut les mettre à l'abri de ces fléaux. Leur engagement est donc suscité par un concours d'art oratoire interuniversitaire initié par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA. Ils feront partie désormais des acteurs clés qui vont nous permettre de cibler les activités à mener dans les États pour que ces activités-là portent leurs fruits. 8 étudiants de 8 universités des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, ont fait montre de leur capacité à sensibiliser sur les méfaits de ces deux fléaux à travers des textes bien dits. Chers amis, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est un grave fléau qui menace notre société et nous devons faire quelque chose. Ils sont désormais prêts à faire changer les mentalités des jeunes et des populations ouest-africaines en vue de les prémunir contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Je suis honoré donc de venir représenter mon pays dans ce concours d'art oratoire qui n'est pas un concours où on va choisir un gagnant ou un perdant, mais un concours qui vise comme objectif principal de créer des porte-paroles qui vont retourner dans leur pays afin de transmettre le message à toute la jeunesse de leur pays. Et en ce sens, c'est ma responsabilité et c'est ce que je m'attellerai à faire une fois que je serai rentré. Moi, je suis à Yopougon. Là-bas, il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. Ils sont oisifs. Donc ici, ces jeunes constituent un maillon faible pour les adeptes du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Donc je pense que cette sensibilisation du GIABA aujourd'hui tombe bien. Il faut sensibiliser ces jeunesses-là face à ce fléau pour qu'elles ne puissent plus être manipulées. Ce concours d'art oratoire interuniversitaire qui a sa 2e édition dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et à sa 3e édition dans toute l'Afrique de l'Ouest est remporté par le candidat du Burkina Faso, Stéphane Yves Emar Bationo, suivi de celui du Bénin, et la 3e place revient au Sénégalais Ibrahim Samba Modi Dia. Dans l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire, le procès de Danou Djedje et ses co-accusés. Le tribunal a requis 30 mois de prison ferme et 100 000 francs d'amende contre eux. Poursuivis pour 3 chefs d'accusation, le tribunal n'en retiendra qu'un seul finalement pour les condamner. Une décision contestée par les avocats de la défense, comme nous l'explique Ahmed Traoré, Herman Divé. 30 mois de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA. C'est le verdict du procès de Sébastien Danou Djedje, Kwa Justin et Dayi Nestor. Un verdict prononcé ce vendredi matin pour un seul chef d'accusation, discrédit sur une décision de justice. Ils ont été déclarés non coupables pour les 2 autres chefs d'accusation, atteinte à l'ordre public et rébellion. Les avocats de la défense ont déroulé leur plaidoirie, mais n'ont pu obtenir gain de cause pour les 3 chefs d'accusation par les voix de Maître Blédé Dohora et Rodrigue Dadjé. Ils entendent faire appel contre la décision du tribunal de première instance du Plateau rendue ce vendredi.
L'ICASA, c'est la conférence africaine sur le sida et les IST. Abidjan abrite en décembre prochain ce grand rendez-vous. Les préparatifs s'accélèrent donc pour la réussite de cette conférence. 60 ONG soutenues par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire viennent d'être formées en vue de leur participation active à cette conférence, nous dit Abou Sanogo. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est cette ville qui va accueillir du 4 au 9 décembre prochain l'édition 2017 de l'ICASA, la conférence africaine sur le sida et les IST. À l'approche de ce grand rendez-vous sanitaire, les ONG communautaires mettent à jour leurs connaissances. Ici, sous le regard de l'ambassade de France et d'Alliance Côte d'Ivoire, elles apprennent à rédiger des abstracts, des rapports scientifiques. Les ONG vont poster directement leur résumé sur le site de la conférence et il appartiendra au comité scientifique de la conférence de juger de la pertinence de chaque résumé, d'apporter une réponse. Ça nous permet d'harmoniser d'abord nos méthodologies et puis aussi de pouvoir présenter nos choses dans un langage que tout le monde comprend. Ça fait gagner du temps, ça rend efficace dans les résultats. Méthode de la recherche bibliographique en santé, démarche et raisonnement critique, préparation des résumés pour des conférences. Tout a été donné pour rehausser le niveau de ces organisations communautaires, maillon essentiel dans la lutte contre le VIH-Sida. On n'arrivera jamais à la réalisation des objectifs dits 90-90-90 de l'ONU-SIDA et à contrôler les épidémies sans une implication importante des communautaires et des ONG. Il faut absolument les avoir dans la réponse, dans la préparation, dans les stratégies et aussi dans les financements parce que ce sont des acteurs qui sont au plus proche des populations, au plus proche des communautés. La formation sur la rédaction de documentation scientifique est un projet Alliance Côte d'Ivoire-PAXI financé par l'initiative à 5%. Cela va permettre de présenter à la 19e édition de l'ICASA une bonne politique pour l'élimination du VIH, conformément aux objectifs de l'ONU-SIDA. Je le disais il y a quelques instants, les musulmans entament demain samedi le Ramadan, le mois de jeûne. La lune a été observée à Fresco, Diokwe, Danané, selon le COSIM, le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, que je vous invite à écouter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Communiqué. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2017 a été observé dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire, à savoir Fresco, Diokwe, Grand Laou, Guiglo, Zouanouien, Daloa, etc. Par conséquent, le jeûne du Ramadan en Côte d'Ivoire commencera, Inch'Allah, le samedi 27 mai 2017. Les imams souhaitent bon Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Et le Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire, le mois au cours duquel les musulmans jeûnent. C'est le mois aussi de la révélation du Coran au prophète Mohammed. Mais quel est l'objectif du Ramadan? Qui doit jeûner pendant ce mois? Quels sont les mérites de ce mois? Élément de réponse avec Ami Sissoko. On y est. Le mois de jeûne musulman, le Ramadan, est enfin arrivé. C'est le 9e mois du calendrier lunaire. Le Ramadan est un mois de spiritualité, de générosité et de bienfaisance. Au cours de ce mois béni, de l'aube au coucher du soleil, les musulmans doivent s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles. Le Ramadan est venu spécialement pour pouvoir rééduquer l'être humain. C'est d'être pieux, c'est d'être bien, c'est de craindre Dieu, c'est d'être un être humain rationnel, un être humain conscient, quelqu'un de bon, un bon mari, une bonne femme, un bon collaborateur, un bon voisin. Parce que quand on a la piété, quand on craint Dieu, on ne sera pas nuisible à notre environnement. Donc voilà l'objectif du mois de Ramadan. Troisième pilier de l'islam, le jeûne musulman est une obligation pour tout croyant en bonne santé et étant majeur. Les personnes qui ne doivent pas jeûner, par exemple, c'est la femme qui est en état de menstru, jusqu'à ce que les menstrues s'arrêtent.
Et les femmes qui sont aussi en état de lochi, lorsqu'elles accouchent, jusqu'à ce que le sang de lochi s'arrête. Et les hommes, toute personne qui est en voyage et les gens qui sont aussi malades, donc ceux-là sont exemptés de jeûner. Le Ramadan, c'est aussi le mois de la révélation du Coran au prophète Muhammad. Ce mois comprend également la nuit du destin, une nuit qui équivaut à elle seule à 1000 mois d'adoration, soit 83 ans. Ce mois a plus de mérite que tous les autres mois. Il est donc recommandé de multiplier la lecture coranique, les zikrs, les actes surrogatoires et de bienfaisance. Le messager Mohammed va dire, celui qui a pu donner quelque chose à quelqu'un qui jeûne et que ce dernier rompe son jeûne avec cet élément, il aura la même récompense que celui qui a jeûné. Et s'il jeûne comme ça a été recommandé, Allah expie une année de péché que la personne aurait commis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jeûne du mois de Ramadan m'appartient. Et c'est moi qui récompense les jeûneurs. La médisance, le mensonge, la diffamation, l'escroquerie et la fornication, entre autres, annulent les mérites du jeûne de Ramadan. Ailleurs, en Égypte, de nombreux Coptes au nombre de 28 ont été tués dans une fusillade visant leur bus. Cette attaque intervient un mois et demi après des attentats contre 2 églises coptes. Depuis les années 80, les Coptes sont régulièrement la cible des islamistes dans cette province où se trouve la plus forte concentration de chrétiens d'Égypte. Et loin de l'Égypte, en Sicile, les dirigeants européens et américains sont en sommet pour parler notamment de stratégie de lutte contre le terrorisme. Les divergences sont nombreuses entre Américains et Européens. Échanges commerciaux, rôle de l'OTAN, traité de libre-échange, climat. Et c'est finalement sur le Brexit qu'une vision commune semble se dégager. Justement, c'est depuis Sicile, alors qu'il couvrait le sommet du G7 pour France 24, qu'il sera frappé par la mort. Le journaliste Jean-Karim Fall s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 59 ans. Rédacteur en chef et chroniqueur à France 24 depuis 2012, Jean-Karim Fall était un visage bien connu des téléspectateurs de la chaîne d'information mondiale. Il était aussi une voix familière des auditeurs de RFI, où il a effectué la majeure partie de sa carrière entre 1984 et 2012. Il a notamment été le correspondant à Abidjan. Fin de ce 20h. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain.